le jour de la fête du travail est-il en train de devenir un jour comme les autres? C'est fou d'y penser, non? Le 1er mai, c'est censé être intouchable. Et pourtant, sur le terrain, tout est peut-être en train de basculer. Allez, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un dilemme hyper actuel. D'un côté, des droits historiques acquis de haute lutte, et de l'autre, la réalité économique moderne qui pousse de plus en plus de secteurs à vouloir maintenir leur activité coûte que coûte. Au menu de cette analyse, d'abord, on va voir le grand paradoxe du 1er mai. Ensuite, la confusion totale autour de la fameuse tolérance de l'État, la colère légitime des artisans exclus, et on finira par le vrai moteur de tout ça, le choix financier des salariés. Première partie donc, le paradoxe du 1er mai, entre la loi et la pratique. Parce qu'il faut bien le dire, c'est la cacophonie absolue au sommet de l'État. D'un côté, on a le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui annonce une espèce de tolérance pour laisser les boulangers et fleuristes travailler en paix. Ok, super. Sauf que, de l'autre, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, affirme carrément n'avoir donné aucune instruction d'indulgence à ses inspecteurs. Et par-dessus le marché, la CGT monte au créneau pour exiger l'application stricte de la loi historique de 1947. Bref, un vrai casse-tête juridique. Et sur le terrain, cette petite phrase sur la tolérance, elle a complètement renversé la vapeur. L'an dernier, dans le doute et la peur de l'amende, 70% des fleuristes avaient baissé le rideau. Mais cette année, c'est exactement l'inverse. 70% d'entre eux prévoient d'ouvrir leurs portes. Un revirement juste spectaculaire. Mais pourquoi un tel basculement? C'est purement mathématique. On parle d'un enjeu économique colossal. Rien que pour les fleuristes, la vente du muguet génère 10 millions d'euros. C'est littéralement l'une de leurs 3 journées les plus rentables de l'année. Et d'ailleurs, l'État ne s'en plaint pas trop, puisqu'il encaisse au passage un petit million d'euros de TVA. C'est exactement ce que résume Eric, un boulanger qui gère 2 boutiques dans le Var. Pour lui, c'est limpide. Si on travaille, tout le monde est gagnant. L'an passé, la loi l'obligeait à ouvrir sans son équipe. Résultat, il a dû réaliser l'exploit d'abattre tout seul le travail de 5 personnes, un truc de fou. Cette année, grâce à cette fameuse annonce gouvernementale, il est immensément soulagé de pouvoir enfin s'entourer de ses employés. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Une tolérance, oui, mais dans la plus grande confusion, avec le spectre des sanctions qui plane toujours. Et oui, parce que la loi pure et dure, elle, n'a pas changé d'une virgule. Les inspecteurs du travail ont toujours le pouvoir de verbaliser. Et l'amende fait très très mal. 750 €, pas par commerce, 750 € par salarié surpris en train de travailler. Il suffit de se rappeler de 2024, en Vendée, où un inspecteur un peu zélé a aligné des boulangeries en ressortant un vieil arrêt de 2006. Comme quoi, l'épée de Damoclès est bien réelle. Et ça donne des sueurs froides à beaucoup de patrons. Prenez l'histoire d'Antoine Breteau, le gérant du Café Bleu à Chartres. L'année dernière, paf, enquête de l'inspection du travail juste parce qu'il avait ouvert. Une procédure qu'il qualifie de totalement surréaliste. Mais bon, installé face à la cathédrale, avec une ville remplie de touristes, il refuse catégoriquement de tirer le rideau. Ses tables de terrasse seront dressées, un point, c'est tout. Sauf que c'est littéralement un coup de poker financier. En décidant de maintenir son activité avec ses 25 employés sur le pont, l'amende potentielle en cas de nouveau contrôle s'élève à la somme astronomique de 18 750 €. C'est le prix à payer pour naviguer dans cette énorme zone grise. Et pendant ce temps-là, on passe à notre troisième partie, l'incompréhension totale des artisans qui, eux, sont exclus de cette tolérance. Parce qu'il y a 2 grands perdants dans cette histoire, les 5000 bouchers et 2000 poissonniers du pays. Eux, pas de tolérance. Leurs représentants tapent du poing sur la table. Comme le souligne Jean-François Guillard, pendant les confinements du Covid, on était des commerces essentiels pour nourrir la France. Et le 1er mai, soudainement, on ne l'est plus. L'amertume et le sentiment d'injustice sont hyper forts. Et ce n'est pas juste idéologique, c'est une vraie impasse logistique. Une boucherie moderne aujourd'hui, ça ne ressemble plus aux petites écopes d'antan, avec le patron seul derrière son billot. Ça nécessite une vraie brigade, souvent 7 à 8 personnes. Sans l'autorisation d'employer leurs salariés, il est physiquement impossible d'ouvrir. Surtout quand la date tombe un vendredi et annonce un gros week-end. Le manque à gagner est tout simplement énorme. Allez, on arrive à notre 4e et dernière partie, le choix financier des salariés, car on oublie trop souvent de leur donner la parole. On parle beaucoup des patrons et du gouvernement, mais qu'en pensent les équipes? Derrière les débats syndicaux se cache une réalité sociétale poignante. Pour beaucoup, travailler un jour férié n'est pas du tout une punition, c'est une nécessité économique. Regardez ces profils.
Swan, 26 ans, jongle entre deux métiers et court après la moindre rentrée d'argent. Faudel, 24 ans, a besoin de sécuriser 3 mois de loyer pour son nouvel appart. Et Fred, 46 ans, avec un crédit sur le dos et un enfant à charge, le farnentier n'est pas à l'ordre du jour, il préfère largement améliorer son quotidien. Et il faut dire que les avantages sont clairs. Le volontariat est d'ailleurs massif dans les équipes. Chez les fleuristes, tenez-vous bien, 80% des salariés se portent candidats pour travailler le 1er mai. Et pour cause, la convention collective garantit une rémunération double, sans compter les heures supplémentaires et les bons gros pourboires de jours fériés. Il y a même l'anecdote de Tanguy, ce serveur qui a expressément demandé à sa direction de modifier son planning de repos pour pouvoir bosser ce jour-là. L'attrait financier surpasse bien souvent l'envie de rester chez soi. Alors, si on synthétise ce décryptage de manière totalement neutre, on est face à un vrai carrefour social complexe. D'un côté de la balance, on a cette conquête historique fondamentale du mouvement ouvrier, protégée coûte que coûte par des syndicats comme la CGT. Et de l'autre, la réalité du terrain, la liberté d'entreprendre et l'urgence économique pure et simple pour les commerçants et leurs équipes face à l'inflation. Ce qui amène naturellement à une réflexion de fond. Faut-il assouplir la loi pour tous, une bonne fois pour toutes? Le 1er mai doit-il rester une forteresse totalement sanctuarisée ou doit-on le libéraliser? C'est un sujet clivant et passionnant. L'espace de commentaires est d'ailleurs grand ouvert pour débattre et confronter ses expériences sur la question. D'ailleurs, si cette plongée au cœur de l'actualité a permis d'y voir plus clair et à apporter de la valeur, laisser un petit j'aime est le meilleur moyen de soutenir ce travail d'analyse. C'est toujours grandement apprécié. Et pour continuer à s'armer de connaissances face aux mutations de notre économie, la suite logique, c'est de rejoindre cette super communauté de curieux en s'abonnant. C'est l'assurance de ne rater aucune des futures analyses de fond. Justement, le prochain décryptage s'attaquera à une autre mesure économique explosive qui divise totalement les experts en ce moment et qui risque de chambouler pas mal